À l'opposition officielle, avec le député de Berthier, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcherie et d'alimentation. À vous la parole pour une quinzaine de minutes. Merci, Madame la Présidente, et bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je vais faire un peu de pouce sur la question du collègue de Dubuc très rapidement, parce que je vais aborder un autre sujet, mais ça m'a fait penser à un cas de comté, parce que, voyez-vous, on a tous des comtés et on est très en... C'est des questions qui sont soulevées souvent. Dans le cadre de l'application de l'article 59 de la loi, lorsqu'une MRC se prévaut de cet article-là à portée collective au niveau des îlots déstructurés, notamment, lorsque l'entente est faite, parce que c'est un gros travail, hein, on le sait, hein, puis il en demeure pas moins que le territoire est complexe et il peut arriver, et d'ailleurs, c'est un cas là, chez nous qui est arrivé, où on a possiblement oublié un terrain. Sur de raisons, il y a un terrain qui a été oublié, mais là, évidemment, on comprend que l'entente est réglée depuis un certain temps avec la Commission de la protection du territoire agricole qui a accordé le tout. Est-ce qu'on peut revenir devant la Commission? Et si ce terrain-là correspond aux paramètres établis lorsqu'on a fait le travail de recensement et d'inventaire de la MRC, est-ce que c'est un automatisme pour la Commission d'accorder ce terrain-là à la MRC? Rapidement, parce que en même temps, je pourrais peut-être appeler mon citoyen pour le lui dire, tout dépendamment de votre réponse. Madame Gouin. Madame la Présidente, oui, il y a la possibilité de faire une deuxième demande à portée collective sur l'îlot concerné, mais c'est le même processus qui s'applique. Oui, mais beaucoup plus court, étant donné qu'on parle d'un ou deux îlots ou un terrain qui rencontre les mêmes caractéristiques qu'on aurait pu oublier. C'est du travail terrain qu'on fait. Et pour ceux peut-être qui auraient assisté à une négociation de demande à portée collective, les maires autour de la table et les gens de l'UPA et les aménagistes travaillent fort et c'est sur des cartes. Hein. Oui, on peut l'oublier. Il y a une possibilité de faire une deuxième demande. Bon, la possibilité existe, mais qu'en est-il de la réponse? Écoutez, la réponse sera dans le contexte où est-ce que ce sont des caractéristiques qui s'approchent d'un îlot déstructuré, que ce n'est pas une résidence, un lot qu'on a oublié dans un champ ou qu'on répond à la définition d'îlot déstructuré. La réponse devrait être... Devrait être bonne. Merci. Moi, je vais aller plus sur, notamment sur l'acquisition des terres par des non-résidents. Donc, la loi est présentement en application. Vous l'appliquez, bien sûr. Je voudrais juste peut-être que vous me fassiez un petit tableau rapidement, avant la loi et maintenant. D'abord, qu'est-ce qui était ciblé par les non-résidents? Est-ce que c'était des terres de catégorie 1 ou est-ce que c'était des terres d'une autre catégorie de moins grande qualité? Et est-ce que ça a changé quelque chose dans le réel? Jusqu'à maintenant, on comprend que ce n'est pas très longtemps, là, mais est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des demandes auprès de la Commission? Madame la Présidente, je crois que nous avons des chiffres avec nous. Dans le réel, pour une partie, hein, il y a les deux, il y a l'acquisition par les non-résidents qui désirent venir résider. Dans mon texte, je soulignais que c'était quand même le même nombre d'hectares annuellement, environ 1000 hectares, pour des non-résidents qui veulent venir s'établir. En ce qui a trait au deuxième point, où est-ce qu'on a resserré au niveau du quota à 1000 hectares, là, vous me permettez peut-être une couple de secondes juste pour... Je pourrais peut-être laisser la parole à Mike Cardinal pour qu'il nous donne les chiffres du tableau. Madame Gouin, sans problème, à chaque fois que vous voulez donner la parole, il n'y a aucun problème. D'accord. Monsieur Cardinal. Merci, Madame la Présidente. Avant d'y aller avec mon tableau, puis je ne voudrais pas que vous me teniez rigueur à quelques dizaines d'hectares près, mais historiquement, là, depuis 20 ans, c'est à peu près 3000 hectares qui étaient en jeu pour l'acquisition par des non-résidents, à peu près la moitié pour des gens qui veulent s'établir au Québec et l'autre moitié pour des gens qui ne voulaient pas venir s'établir au Québec. Pour les gens qui veulent venir s'établir au Québec, la modification législative a quand même resserré le critère de résidence, mais si je fais une règle de 3 à partir des superficies qu'on a autorisées, qui jusqu'à maintenant, ou depuis le 1er janvier, totalisent 1050 hectares, on va arriver à peu près aux 1500 dont je parle, où il n'y aura pas beaucoup de changements. L'autre partie de la réponse est plus complexe, dans la mesure où il y a maintenant un quota
il y a évidemment pour nous l'obligation de traiter les dossiers dans l'ordre de réception. C'est extrêmement important pour des questions d'équité. Or, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le sol est propice à la culture du sol ou à l'élevage des animaux? Parce que si la réponse à ça est négative, l'autorisation doit être donnée, puis il n'y a pas question de quota. Mais, et je vous donne un exemple, ce avec quoi, quand on vous a dit tantôt, je pense qu'il y a 3700 hectares qui sont en jeu, c'est qu'il y a des gros blocs. En faveur de non-résidents, on en a déjà autorisé 80 à peu près, mais il y a tout de suite, la deuxième demande, si vous voulez, est un bloc de 1500 hectares. C'est Niobec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on en venait à la conclusion que c'est pertinent d'agrandir la mine, etc., et que donc c'est pas vraiment propice à l'agriculture, bien, tout de suite, ce 1500 hectares-là, il va sortir du 3700. Là. Puis, alors, compte tenu de cette réalité-là, ça m'apparaît difficile d'être plus précis sur les effets. Là. Oui, merci. Ça m'amène à vous parler de l'accaparement des terres par des fonds privés. On le sait, à travers le monde, c'est un problème. En Afrique, notamment, c'est très sérieux comme problème. Je pense que c'est 35 millions d'hectares qui ont été acquis par des pays étrangers ou des fonds étrangers. On voit ce phénomène-là aussi aux États-Unis. On le voit aussi dans l'Ouest canadien. Bien qu'ici, étant moins virulent, si je peux le dire comme ça, le problème s'accélère présentement. On le voit, vous suivez l'actualité comme moi. Et lorsqu'on regarde les plans d'affaires de ces fonds-là, on comprend que le phénomène n'est pas paré de ralentir. Au contraire, il va aller en s'accélérant. Comment est-ce qu'on peut savoir, est-ce que la Commission a un registre? Est-ce que la Commission a une façon, une possibilité de détecter ou de savoir exactement qui est propriétaire de quoi au Québec? Madame Gouin. Madame la Présidente, présentement, la Commission ne détient pas de registre à ce sujet-là, étant donné qu'elle n'a pas à appliquer la loi sur de telles transactions qui se fait, parce que la Commission, elle agit vraiment sur des cas de morcellement. Lorsqu'il y a morcellement de terre. Lorsqu'on vend au complet une terre, la Commission n'intervient pas. Elle intervient dans des démembrements de terre pour vendre les parties de terre ou les bâtiments. Mais actuellement, elle ne détient pas de registre à ce niveau-là. Et même si elle détenait un registre ou si elle l'avait fait parce qu'elle avait les ressources supplémentaires, elle n'utiliserait pas ces données-là dans le cadre de l'application de l'article 62 lorsqu'on rend une décision en vertu des morcellements. Mais la question, est-ce que c'est possible de le faire? La réponse est oui. C'est possible de le faire, que ce soit en relation avec le registre foncier ou avec les notaires. Il y a des façons de faire pour faire un monitoring à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas dans votre mandat d'effectuer un tel travail. C'est évidemment faisable, ça on avait bien compris. Mais évidemment, est-ce que la Commission peut recevoir des mandats spécifiques de la part du gouvernement ou s'il faut, il faut changer la mission? Je n'y crois pas. Donc, par mandat spécifique, la Commission pourrait relever un tel défi. On pourrait, par mandat, Madame la Présidente, oui, relever un tel défi. Est-ce que la Commission, parce que, bon, c'est pas si récent que ça comme phénomène quand même, là. Est-ce que la Commission est inquiète? Est-ce qu'elle s'inquiète de ce phénomène? Et si oui, est-ce que la Commission a demandé ou a fait une demande quelconque ou à tout le moins dans, je ne sais pas, dans des colloques ou dans... Est-ce que la Commission se sent interpellée par ce phénomène-là? Et est-ce que la Commission a tenté ou pourrait évaluer le coût pour la mise en place d'un tel registre? Écoutez, c'est vraiment un phénomène qui se présente, qui est d'actualité. Oui, la Commission, on est quand même interpellés comme commissaire. Les commissaires, entre nous, on parle beaucoup de cet effet-là, parce que vu qu'on rend des décisions au niveau des morcellements, on regarde quand même si on n'a pas affaire à regarder le prix des terres, mais lorsqu'on fait du morcellement, est-ce qu'on sollicite ou est-ce qu'on prédispose à faire augmenter le prix des terres aussi? Mais c'est autre chose. Ça, on parle de morcellement. Au niveau de l'accaparement des terres, si Régis y avait à mettre en place, c'est certain qu'avec ressources et budgets associés, c'est une possibilité que la Commission pourrait faire, oui.
C'est un mandat qu'elle pourrait faire. Oui. On connaît, parce qu'il y a des fonds d'investissement présentement privés qui s'affichent ouvertement. Par ailleurs, on sait, on sait qu'il y a d'autres fonds qui font un travail, j'ose dire, souterrain. C'est pour ça que le registre serait fort utile, parce qu'à ce moment-là, on pourrait les identifier, Madame la Présidente, ce qui n'est pas le cas présentement. Et si on creuse un peu, on peut même, je pense, réussir à trouver des fonds qui sont alimentés par des argents outre-mer ou outre-continent. Et le projet de loi 46 ne couvre pas cet aspect-là. Par ailleurs, je me pose la question, et je vous la pose en même temps, est-ce qu'on peut permettre de faire quelque chose indirectement, lorsqu'on n'a pas le droit de le faire directement, donc l'accaparement des terres par des étrangers ou par des fonds étrangers? Je voudrais vous entendre peut-être là-dessus. Je vais laisser la parole à M. Cardinal, s'il vous plaît. Monsieur Cardinal. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le député, il y a une disposition spécifique dans la loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents qui énonce le principe. Je pense même sans cette disposition-là, le principe aurait pu être évoqué quand même, qu'on ne peut pas faire indirectement, pour répondre à votre question, ce que l'on ne peut pas faire directement. Une fois que j'ai dit ça, vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement habiles dans les montages financiers, qui sont d'une complexité innommable, mais une fois qu'on a dit ça, vous savez, c'est un phénomène en pleine évolution, ça, l'accaparement des terres, parce qu'il y a 3 ou 4 ans, moi, le clameur public que j'entendais, c'était pas tellement des fonds locaux, c'était plutôt des étrangers, pour ne pas les nommer, les Chinois. C'est ça qu'on disait dans les journaux. Et il n'y a rien qui a documenté ça. Il n'y avait pas de... Quand on a gratté un peu, il n'y avait pas disons, d'évidence, pour prendre un anglicisme, de cette réalité-là. Mais on n'a pas fait de tel monitoring pour les raisons que Mme la Présidente vous a données tantôt. On n'a pas fait ce monitoring-là pour les fonds locaux, disons, là, ou qui achètent des terres en zone agricole. Suite à la conversation qu'on vient d'avoir et qu'on va continuer à avoir cet après-midi, ne pensez-vous pas que, d'une certaine façon, la Commission a un devoir de vigilance en vertu de ce qu'on vient de vous soumettre, qu'il y a peut-être des argents qui proviennent d'outre-mer ou d'outre-continent, pour ne pas dire l'Asie, dans certains fonds, qu'on peut malheureusement difficilement détecter parce qu'on n'a pas l'outil qui nous permettrait justement de le faire. Alors moi, je vous repose la question. Tantôt, j'ai bien compris que Mme la Présidente me disait que c'était pas dans son mandat, que c'était pas... mais par ailleurs, avec la réponse que je viens d'avoir de monsieur, ça me laisse penser que la Commission a peut-être un devoir de vigilance dans ce dossier-là. Alors, j'aimerais vous entendre. Madame Gouin. Madame la Présidente, c'est très intéressant et oui, la vigilance, on pourrait la documenter beaucoup plus. Encore faut-il avoir les ressources et les enquêtes et les personnes encore pour le faire. Actuellement, la Commission, présentement, pour répondre, on en a parlé précédemment, aux délais et aux demandes d'autorisation ponctuelles qui rentrent à 2 500 par année ou vérifications qu'on fait, je vous dirais qu'au niveau des ressources, on les utilise à 100 sur un mandat particulier, avec les ressources particulières, il serait très intéressant, c'est sûr, de savoir au niveau de je comprends ce que vous me dites, oui. Mais en quelque part, moi, je vous pose la question, ne serait-il pas naturel, à tout le moins, que la Commission demande un avis juridique sur la situation, par rapport à son mandat, par rapport à la loi? Ne serait-il pas intéressant que vous ayez un avis juridique? Parce que peut-être avez-vous l'obligation de le faire, et peut-être que si vous avez l'obligation de le faire, bien à ce moment-là, lorsque la loi exige des choses, bien, les ressources, il faut demander à les obtenir pour pouvoir justement respecter la dite loi. Concernant l'avis juridique, j'ai laissé... Une trentaine de secondes ou on continue un petit peu, mais on est dans la fin. On va entendre à la fin, oui. Monsieur Cardinal. Alors, Madame la Présidente, brièvement, si ce dont on parle, c'est la Commission a-t-elle le devoir de faire actuellement le monitoring de l'ensemble des transactions en zone agricole? Moi, je vous réponds non, sans aucune ambiguïté, là. Au contraire, le mandat, Mme Gouin vous l'a dit, c'est lorsqu'il s'agit de morcellement de ferme.
Alors, et on n'a ni les moyens, ni la velléité, je dirais, là, d'enquêter de nous-mêmes sur chacune des transactions pour voir si M. Tartampion qui achète n'est pas en fait financé par quelqu'un d'autre. On agit sur des dénonciations, dans ces cas-là comme dans d'autres. On fait les enquêtes, mais par exemple, je vous dirais, avant les modifications récentes à la loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, la Banque nationale, vous le savez, ça a paru dans les journaux, achetait des terrains. On a envoyé une mise en demeure à la Banque nationale, parce que nous, on pense que la Banque nationale, à tous égards, n'est pas une résidente du Québec. Bien, ils se sont revirés le bord, puis ont vendu à un fonds d'investissement qui, lui, apparaît être résident du Québec. Bien, une fois que ça s'est fait, notre juridiction est épuisée, là. Merci.